Écoutez Claire, merci d'avoir accepté de vous prêter à cette interview avec Boris Martin, donc, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Vous avez vu ce dossier qui nous tenait dans une certaine mesure à cœur parce que, mais je crois que je prêche une convaincue là, donc en disant que la problématique des libertés associatives et de la restriction des libertés associatives me paraît à Boris, me paraît à tous les deux, insuffisamment, je veux dire, abordée de front, en tout cas connue et traitée. Et donc, peut-être comme première question, vous demandez par rapport à ce dossier dans lequel on a essayé aussi évidemment de ne pas être franco-centré et donc d'avoir aussi des points de vue sur d'autres pays. Quel est un petit peu votre constat, votre retour, votre appréciation par rapport à ces différentes situations qui ont été exposées? On a même un article sur la Suisse, qu'on ne pourrait pas s'attendre à ce qu'il y ait des restrictions. Il y a des articles sur la France, sur la Russie, sur la Turquie, sur les pays africains. Donc peut-être on pourrait commencer par votre appréciation, votre retour en tant que présidente du mouvement associatif, évidemment très sensibilisée sur ces questions, donc sur un peu ce qui vous a frappé peut-être dans le dossier. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il faut être vraiment vigilant tout le temps, partout, et pas seulement là où on pense qu'on doit être vigilant, et ça c'est assez visible et perceptible dans le dossier. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est la corrélation quand même extrêmement forte entre liberté associative et vitalité démocratique. Alors c'est pas moi qui dis ça, mais Roger Su, je crois que vous connaissez, c'est un sociologue spécialiste du monde associatif. Il a pour habitude de dire que c'est pas la démocratie qui permet le monde associatif, c'est les associations qui permettent la démocratie. Et je trouve que c'est intéressant parce que la question des libertés, c'est assez perceptible dans ce dossier-là, la question des libertés associatives, elle montre que si les libertés associatives sont menacées, si elles sont entravées, que ce soit délibéré ou non, parce que moi je ne crois pas que ce soit toujours des attaques frontales et je ne suis pas sûre qu'il y ait toujours un grand complot contre les libertés associatives, mais à la fin elles sont quand même entravées d'une manière ou d'une autre, c'est la démocratie qui ne va pas bien. Et je pense que ça c'est un peu fort de dire ça, mais je pense que ça c'est un des premiers messages que je retrouve bien illustré dans ce dossier-là, enfin dans votre dossier, ça c'est un premier point. Et après, plutôt que de m'arrêter sur cette grande phrase « c'est la démocratie qui va pas bien », peut-être aller un cran en dessous. Et quand je dis ça, c'est pas juste pour avoir une grande phrase profonde, etc. Enfin, c'est pas pour avoir un slogan, quoi. Mais c'est pour montrer que si la liberté associative va pas bien, c'est les associations qui vont pas bien, elles sont fragilisées, certaines peuvent disparaître, on le voit en France, hein, on pourra peut-être rentrer un peu illustrer le cas français après, mais les associations vont pas bien, certaines peuvent disparaître, ou en tout cas limiter leurs actions, et à court ou moyen terme, ça a des conséquences qui sont extrêmement problématiques. Ça peut avoir des conséquences qui sont extrêmement problématiques. Vous parliez de la France, il y a un article de Julien Talpin qui est coécrit avec une autre personne, Monsieur ou Madame Delphini, j'ai oublié son prénom, et qui parle du contrat d'engagement républicain, de la loi séparatisme. Enfin, j'imagine que ça fait partie des sujets que vous voulez aborder. Mais nous, ce qu'on essaie de pointer au mouvement associatif, et on n'est pas les seuls d'ailleurs à le faire, c'est que si les associations ne peuvent pas agir librement, ne peuvent pas innover, ne peuvent pas conduire des projets qui sont parfois sur une ligne de crête, parce que soi-disant elles menacent la République, en fait à la fin c'est la République qui va être vraiment menacée si les associations ne peuvent pas conduire leurs projets. Je vous donne un exemple, le planning familial, anciennement maternité heureuse, si à l'époque la structure n'avait pas importé des contraceptifs, peut-être que la loi sur la contraception en France et sur l'avortement ensuite aurait mis plus de temps à arriver.
Voilà, enfin, c'est un peu ce rôle de vigie, de lanceur d'alerte, de pionnier, d'innovateur qui est, je crois, assez mal compris, en France en tout cas, par les pouvoirs publics, par certains, et peut-être trop bien compris par d'autres. Et du coup, à la fin, ça produit des choses qui sont assez problématiques. Et assez graves, en fait. Je pense que c'est grave. Puis peut-être qu'on peut dire qu'il y a peut-être aussi, juste pour rester un instant encore sur le cas de la France, des tentations de restriction, en tout cas de l'espace des associations, d'espace d'action d'associations qui n'auraient pas été imaginées il y a quelques années. Moi, j'avais quand même été très frappé, même si ça a été rejeté, par ce débat au Parlement, en tout cas cet amendement qui avait été déposé par un député visant à retirer le bénéfice de la déductibilité fiscale à des associations de lutte contre les violences animales, enfin de la défense des animaux, au prétexte qu'elle s'introduisait dans des abattoirs ou dans des lieux pour documenter en quelque sorte. Donc on peut à la limite considérer qu'il peut y avoir une sorte d'infraction, mais c'est aux tribunaux d'en juger. Mais vouloir effectivement leur retirer le bénéfice de la déductibilité fiscale des dons des particuliers, est-ce qu'à votre avis, ça s'inscrit justement dans un tel contexte? Oui, clairement. Alors cet amendement, il n'y a rien qui va dans cet amendement. Bon, heureusement, effectivement, il a été rejeté. Il n'y a rien qui va parce que d'une part, à quel moment, il est très mal rédigé, enfin il était très mal, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais il dit quand même que si un membre, un adhérent d'une association est condamné pour une activité de ce type, l'association perd le droit de déduire les dons. Oui, mais est-ce que l'association n'a rien à voir? Imaginez la personne adhérente de plusieurs associations, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, imaginons que l'association vit uniquement de dons. Ça veut dire que l'association disparaît, ça veut dire que là, on est dans une situation de menace à l'existence même de la structure. Donc on rentre dans un sujet de constitutionnalité. Enfin voilà, en fait, rien ne va dans cet article, dans cet amendement. Alors nous, pour rigoler, on se disait, dans ce cas, on fait pareil avec les partis politiques. Si un politique est condamné, son parti perd le bénéfice des dons. Et je ne suis pas certaine que ça fonctionne bien. Bon, donc rien ne va là-dedans. Mais après, au-delà du fait que ce soit mal rédigé et que ça n'ait pas vraiment de sens, c'est ce que vous dites, c'est extrêmement dangereux. Et c'est extrêmement stigmatisant à l'égard des associations de droit et de cause, et notamment des associations environnementales. Elles sont en première ligne en ce moment, enfin c'est très préoccupant, et c'est un peu David contre Goliath. On voit que face à elles, il y a des lobbies quand même assez puissants qui font tout pour limiter leurs actions et limiter leur influence. Et donc oui, ça rentre dans ce contexte assez préoccupant de menaces à l'égard des libertés associatives, et puis au-delà de la liberté associative, à l'égard de l'action associative, et donc à l'égard des associations elles-mêmes. Et il faut que nos concitoyens et que nos représentants se rendent bien compte que les associations, elles ont un rôle politique. Les associations, elles ont un rôle politique qui est indispensable au bon fonctionnement de notre société. C'est pas simplement des espaces, déjà c'est très bien, mais c'est pas uniquement, plutôt que simplement des espaces caritatifs. Voilà, il y a cette vocation-là, il y a cette vocation d'entraide, de solidarité. D'ailleurs, c'est assez politique aussi. Mais c'est aussi des lanceuses d'alerte, et il faut qu'on protège ça si on ne veut pas se retrouver dans des situations assez préoccupantes comme c'est décrit dans votre dossier. Oui, on avait d'ailleurs aussi, je propose qu'on y revienne après, peut-être à la France, mais on avait aussi ce qu'on appelle les procédures Bayon qui sont lancées par des entreprises contre des associations qui ont documenté sur tel ou tel élément, telle ou telle situation. Donc on peut admettre que l'entreprise se sente en quelque sorte interpellée ou critiquée, mais les demandes de dommages-intérêts considérables, effectivement, c'est pas symbolique, donc ça, c'est au-delà du symbolique, donc c'est vraiment destiné à réduire l'espace associatif, ou en tout cas empêcher l'association légère. Mais ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, Claire, c'est qu'on revienne à la France peut-être dans une deuxième et dernière partie, peut-être que
par rapport aux situations dans divers pays telles qu'elles apparaissent dans le dossier, puis d'autres qui n'ont pas été mentionnées dans le dossier, mais situation en Inde, évidemment Hong Kong, dans beaucoup d'autres lieux de la planète. Est-ce que le mouvement associatif français, en tant que tel, est-ce qu'il est en mesure d'apporter, par exemple, un appui, un soutien au milieu associatif de ces pays, ou est-ce que c'est trop compliqué ou hors de portée? Alors j'aimerais bien vous dire que oui, après c'est une question de moyens et de temps, et ça reste une association avec des petits moyens malgré tout, le mouvement associatif, beaucoup d'actions et des petits moyens. En revanche, on a est membre du mouvement associatif Coordination Sud, que vous connaissez très bien, je crois, et qui agit sur toutes les questions de solidarité internationale. Et puis le mouvement associatif est membre du Forum civique européen, qui, lui, a cet objectif, cette ambition d'être au niveau européen, ce carrefour, cet espace où la question des libertés associatives est vraiment au cœur dont la question des libertés associatives est vraiment au cœur de son action. Donc indirectement, nous, en tant que mouvement associatif français, on essaie d'avoir un discours fort au niveau national, on essaie vraiment de protéger la loi 1901, le contexte de la loi 1901. On essaie de faire en sorte que cette loi, qui est une grande loi de liberté, extrêmement moderne d'ailleurs, on s'en rend compte des années plus tard, soit mieux connue, et peut-être inspire d'autres pays. Voilà, ça c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. On agit aussi, on vient de déposer une contribution la semaine dernière auprès de la Commission européenne, puisqu'il y a un projet de statut associatif transfrontalier. Donc on essaie d'avoir un plaidoyer en ce sens qui soit mieux-disant et qui surtout n'entrave pas les libertés associatives en France, mais qui fasse aussi du modèle français peut-être une forme de référence, en tout cas que les autres puissent bénéficier de notre cadre à nous. Voilà, c'est ce qu'on peut faire déjà. Alors c'est peut-être pas, c'est loin d'être suffisant, j'en suis bien consciente, mais... Donc c'est aussi un travail que vous faites en mutualisation avec d'autres structures, avec des plateformes, avec des forums. Bien sûr. Et est-ce que vous pensez, ou est-ce pas dans vos rapports avec les pouvoirs publics, l'État, mais de façon même plus générale, est-ce que quelque chose qui moi me frappait, c'est effectivement le fait que certains États ou des institutions internationales pourraient être sensibilisés à ces questions et être finalement aux côtés du monde associatif pour réagir face à ces restrictions de liberté, notamment dans un certain nombre de pays où elles sont tout à fait flagrantes. Est-ce que c'est un chantier sur lequel vous travaillez ou... Alors pas encore, mais ça pourrait être... Vous pensez à l'ONU par exemple? Oui, à l'ONU, au Conseil de l'Europe, enfin à des structures nationales, mais aussi à des États, finalement, je pensais à ça parce que pour certaines avancées ces 20 dernières années qui doivent beaucoup à l'action des ONG, par exemple sur les mines antipersonnelles, les bombes à sous-munitions ou d'autres, les ONG ont été en mesure à la fois de créer des coalitions interassociatives et en même temps d'amener certains États, pays comme le Canada, la Norvège par exemple, à appuyer finalement et à reprendre à leur compte aussi, en tout cas, ce que soit la Cour pénale internationale, aussi on a eu quand elle était en cours de création. Et donc c'est des exemples peut-être dont on pourrait s'inspirer à l'avenir. Donc est-ce que, vous parliez de la Commission européenne, est-ce que les États européens, est-ce qu'il y a une stratégie européenne sur ces questions-là ou pas? Je crois pas encore, mais bon, peut-être un jour. Non, mais vous savez, il y a le rapport Lagodinsky qui a été publié, alors j'ai un trou de mémoire sur la date, mais récemment, qui est un rapport qui a été publié par un parlementaire, donc Serge Lagodinsky, et qui pointe
la situation assez préoccupante dans certains pays européens à l'égard des libertés associatives, justement, et qui, du coup, appellent à la création d'un statut d'association transfrontalière pour protéger notamment l'action des associations dans ces pays-là, quand elles ne sont pas que de ces pays-là, on va dire. Voilà, après, ça pose plein de questions économiques aussi, et ça peut avoir des conséquences sur notre modèle à nous. Donc oui, je pense qu'il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir. Je pense que l'échelon européen est un échelon qui n'a pas été assez travaillé par le mouvement associatif. Après, c'est pas... En fait, on fait ce qu'on peut, encore une fois, et donc ça fait partie des chantiers qui vont s'ouvrir pour nous, et on a déposé 2 contributions, donc une à la fin du mois de septembre et une à la fin du mois d'octobre, et ça va nous permettre de structurer une parole et des actions, et d'identifier aussi des partenaires au niveau européen, parce que c'est une spécificité française, hein, le modèle associatif, donc 1901, j'entends, donc on n'a pas forcément d'équivalent absolument identique partout en Europe, donc créer des grands réseaux comme ça, c'est pas si simple. Mais identifier des partenaires, d'autres partenaires en plus de ceux qu'on a déjà, pour avoir une stratégie d'influence européenne plus grande que celle qu'on a aujourd'hui. Mais c'est un chemin, c'est un chantier qu'on lance, et on a une marge de progression, ça c'est sûr, mais on a c'est assez enthousiasmant, je pense. Et donc là aussi, vous travaillez sur ça, donc c'est finalement des différentes coordinations, plateformes, structures européennes, de pays européens qui travaillent ensemble là-dessus. Ouais, exactement. Et avec l'appui de nos membres, bien sûr. Enfin, forcément, on parlait de coordination sud, mais ça c'est extrêmement précieux. Mais c'est pas. Il y a coordination sud, il y en a d'autres. Certains de nos membres ont des équivalents européens et ont des associations transfrontalières d'ailleurs. Donc du coup, c'est extrêmement précieux pour nous pour pouvoir construire quelque chose d'utile à nos membres et aux associations en général. Et est-ce que les membres, à votre sens maintenant, vos membres, sont justement une plus grande sensibilité à ces questions, même si ça ne les concerne pas directement en France, mais est-ce qu'on sent parce que on pourrait dire à la limite, l'association française dit ce qui se passe à la limite en Hongrie, si on peut prendre par exemple, en Europe, pays dans lequel il y a quelques menaces sur les libertés associatives, il y en a sans vouloir uniquement pointer du doigt naturellement la Hongrie, mais on pourrait à la limite imaginer que les associations françaises se disent ça ne nous concerne pas directement, et donc est-ce qu'il y a une plus grande sensibilité à cette question ? Alors je ne sais pas si elle est plus grande que ce qu'elle était, mais en tout cas elle est clairement grande, oui, ça c'est sûr. Elle existe. Ah ouais, non, mais la question des libertés associatives, c'est plutôt ça, elle existe. Elle est préoccupante. Elle n'est pas mise sous le tapis, elle existe. Non, après je pense que les situations ne sont pas toujours les mêmes. C'est ça que je veux dire, et que l'intention n'est pas toujours la même. Mais le résultat reste préoccupant pour nous aussi en France aujourd'hui. Alternatiba, vous avez dit qu'on reviendrait à la France après, donc on y reviendra après, mais la situation elle est aussi préoccupante pour nous en France, et donc la question des libertés associatives, c'est un sujet qui dépasse les frontières, ça c'est certain. Et c'est un sujet démocratique, c'est ce que je disais au départ. Et la question démocratique, la vitalité démocratique, c'est très bien que ça se passe bien en France, mais c'est mieux si ça se passe partout, si ça se passe bien partout. Voilà, c'est important qu'on se préoccupe au-delà des frontières françaises. Mais c'est le cas. Et est-ce que vous partagez, parce qu'on a eu des discussions là-dessus, et il y a une certaine forme de controverse, certains disent que c'est de la pure coïncidence, d'autres, comme Boris Martin et moi, pensons que ça ne l'est pas. Le sentiment que nous avons, c'est qu'il y a une sorte aussi d'effet d'imitation, dans un certain nombre de pays, une sorte d'effet d'imitation. Certains dirigeants politiques reprenant des restrictions aux libertés associatives, employant parfois même les mêmes éléments de langage. Donc, j'étais très frappé par le fait que c'est en Russie qu'on a, dans les années 2010, commencé à imaginer, entre guillemets, ce pseudo-concept d'agent de l'étranger pour qualifier certaines associations qui recevaient, qui étaient en lien avec des associations d'autres pays ou qui recevaient des fonds extérieurs. Et
cette dénomination a été reprise maintenant dans certains autres pays. Et donc, est-ce que vous avez ce sentiment qu'il y a un effet d'imitation, peut-être avec des dirigeants autoritaires ou nationaux populistes dans certains pays, ou est-ce que c'est une pure coïncidence? Parce que si c'était justement, j'affine la question, s'il y avait cet effet d'imitation, on pourrait craindre qu'il se reproduise de proche en proche, y compris à la limite pourquoi pas dans des pays démocratiques. Honnêtement, je ne saurais pas vous répondre. Par contre, c'est pas très étonnant. Je trouve que c'est surtout ça le message peut-être. Enfin, les associations, c'est quoi finalement? C'est quand même des gens qui se rassemblent à un moment, et c'est des citoyens, c'est des individus qui se rassemblent pour agir, pour défendre une cause, pour porter un projet, pour tout un tas de raisons très différentes, mais c'est surtout un endroit où on exerce une forme de liberté, où on rencontre des gens qui ne pensent pas comme nous, où on construit aussi un esprit critique, on l'affine, on apprend à faire des compromis, des consensus, on apprend à travailler le consensus, à faire des compromis. C'est un espace de liberté, et donc forcément, quand on est dans un pays autoritaire, je suppose, parce que je prétends pas être dans la tête de ces dirigeants, mais c'est une crainte de se dire que les individus peuvent se rassembler et être libres ensemble. Et alors, l'histoire française est un peu particulière, mais la loi 1901, elle s'est quand même construite suite à la loi Le Chapelier qui limitait et entravait l'action collective, justement. Donc, c'est pas très étonnant. Après, je pourrais pas vous dire s'il y a un effet d'imitation, ça, je ne sais pas. Oui, mais même dans des gouvernements qui ne sont pas autoritaires, mais qui sont, pour simplifier à gros traits, nationaux populistes, l'Inde n'est pas... le gouvernement indien n'est pas un gouvernement autoritaire, mais il est élu démocratiquement, il y a un fonctionnement démocratique en Inde, mais néanmoins, effectivement, il est très restrictif il est de plus en plus restrictif sur les libertés associatives, et il semble emprunter justement des concepts, ou des pseudo-concepts, ou des éléments de langage d'autres pays qui l'ont précédé de ce point de vue. Donc, on peut donc formuler l'hypothèse qu'il y a un effet d'imitation de proche en proche et qui pourrait effectivement se répandre. Alors, si vous voulez, on peut peut-être revenir maintenant... Si j'ai peut-être une question annexe, parce que vous parliez tout à l'heure de l'espace européen, de l'espace de l'Union européenne. Est-ce que, on a parlé de la Commission, et du côté du Parlement européen, est-ce qu'il y a là aussi, est-ce qu'il y a une sensibilité à ces questions? Est-ce qu'il y a des débats sur... Ça vient de là, justement. Le travail de la Commission européenne fait suite à un rapport du Parlement européen. Oui, donc oui. C'est ça. Oui. Donc, donc de ce point de vue, là, vous avez donc aussi certains espaces où on vous écoute et où vous pouvez vous exprimer. Oui, alors nous, plus ou moins, c'est pas forcément nous, le mouvement associatif, mais il y a des espaces dans lesquels les acteurs associatifs sont entendus, oui, bien sûr. Avec une diversité à chaque fois de statuts et de spécificités. Encore une fois, notre modèle à nous, il est vraiment très spécifique, mais comme celui de nos voisins, en fait. Et donc, du coup, comment on trouve des terrains satisfaisants pour tous. Mais est-ce qu'on pourrait, à la limite, est-ce qu'on ne devrait pas peut-être un peu plus promouvoir, d'une certaine manière, tout en respectant évidemment les identités de chaque société et de chaque pays, puisque vous le disiez, la loi française de 1901 est quand même une loi très, très avancée, c'est une loi de liberté, c'est aussi un droit constitutionnel aujourd'hui. Est-ce que finalement, sans évidemment vouloir faire de la duplication, est-ce que, comme un des modèles de référence, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à le promouvoir peut-être plus ? C'est pas moi qui vais vous dire le contraire, pour le coup, mais oui, je pense qu'on a intérêt à le promouvoir davantage. Après, je pense qu'il faut bien le faire connaître, ce modèle français, cette loi 1901 qui est très moderne, qui est très très peu contraignante, beaucoup moins que ce qu'on l'imagine. On s'est créé beaucoup de contraintes
au motif de cette loi qui en fait ne nous en crée pas tant que ça. Donc c'est peut-être intéressant de rappeler que c'est avant tout un cadre de liberté, et puis rappeler que c'est un cadre, que la loi 1901, la structure associative française, elle permet d'avoir des actions politiques, mais aussi des actions économiques, des actions sociales, et en fait c'est quelque chose d'extrêmement fort. On ne dissocie pas, c'est le même cadre légal en tout cas qui permet à la structure associative d'organiser des vacances pour tous, que à la structure associative qui va avoir des actions de défense et de protection de l'environnement. Donc voilà, et ça c'est là où on se retrouve parfois dans des situations compliquées au niveau européen, puisque des cadres vont être posés à l'échelle européenne, oui c'est ça, c'est juste, et donc avoir des conséquences pour nous en France, sans prendre en compte cette double spécificité française de la loi 1901 qui permet d'être à la fois un acteur politique mais aussi un acteur économique. Et ça c'est quelque chose de dommage. Faudrait s'inspirer davantage du cadre français, je crois. Ouais, je partage votre sentiment là-dessus. J'introduirais peut-être un petit bémol quand même sur effectivement, la très grande liberté donnée aux membres, aux adhérents des associations, par rapport à ce qu'on appelle les associations reconnues d'utilité publique. Parce que là, on constate quand même que dans une certaine mesure, elles se voient imposer, et peut-être de plus en plus ces dernières années, des contraintes, notamment au niveau du ministère de l'Intérieur, du Conseil d'État, et qui sont pas toujours très bien vécues, quoi. Oui, mais ça, c'est des contraintes qui se sont ajoutées, en fait. Le cadre légal... Oui, c'est pas dans la loi de 1901. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que le cadre légal, la loi 1901, elle est très peu contraignante. Les gens imaginent, par exemple, qu'il faut impérativement avoir un président, un trésorier, un secrétaire général, etc., au motif de la loi 1901, ce qu'elle ne dit absolument pas. Donc, la loi 1901, elle dit quoi ? Elle dit qu'il faut être au moins 2 pour faire une association. Elle dit que personne ne peut contraindre personne à être membre d'une association. Et elle dit qu'il faut avoir un objet défini. Et voilà. Elle dit d'autres choses. Mais en tout cas, c'est les 3 contraintes. 3 critères. Ça me semble quand même être assez libéral au sens politique du terme. Mais après, dans la pratique, même parce que je ne suis pas absolument sûr que les bureaux de session des préfectures ne seraient pas réticents au moment de la déclaration d'une association, s'il n'y a pas de président. Un responsable légal, c'est sûr, mais on est d'accord. Je ne dis pas que dans la pratique c'est si simple, mais en tout cas la loi, c'est une loi très moderne. Et je trouve que c'est incroyable quand même quand on voit, ça fait 121 ans qu'elle a été écrite cette loi. 121 ans plus tard, moi je la changerai pas. Je la trouve formidable cette loi. Ce qui est extrêmement fort. Moi, je suis assez admirative de l'exercice qui a pu être réalisé il y a 121 ans. Elle a résisté à la durée, elle est toujours applicable aujourd'hui sans aucun problème. Donc... Et je pense que c'est... Alors, je ne dis pas que la loi fait tout, mais je pense que ce cadre légal finalement très souple, très libre, ça explique aussi l'attractivité et le succès que connaît le statut associatif encore aujourd'hui. Puisqu'on a... en France, en tout cas, on a beau parler d'une crise, de l'engagement, de la solidarité, de la démocratie, etc. On a encore 1,5 million d'associations en France. 20 millions de bénévoles, c'est considérable. Absolument, il y a un fort engagement. Alors, pour rester sur la France, est-ce que, donc sur des questions certainement qu'on vous pose régulièrement, vous évoquiez tout à l'heure en commençant par rapport au CER, au contrat d'engagement républicain, et quel premier bilan, si on peut en tirer un, vous, du point de vue du mouvement associatif, en tireriez-vous quant à l'application et de ce CER qui a suscité beaucoup de controverses? Est-ce qu'on peut en tirer un premier bilan ou est-ce que c'est prématuré encore ? Alors, on va en tirer un premier bilan en janvier, ça je vous le dis. On va faire un événement au moment des vœux autour du
du contrat d'engagement républicain et puis plus largement des questions de liberté associative, mais où, en tout cas, le bilan qu'on tire aujourd'hui, qui n'est pas exhaustif, hein, je vous le dis, parce que, enfin, il y a plusieurs problèmes. Au motif du contrat d'engagement républicain, certaines associations se voient menacées de perdre leurs subventions. Sauf que rares sont les associations qui se voient menacées de perdre leurs subventions au motif du contrat d'engagement républicain officiellement. Oui, vous voyez, il y a la situation d'Alternatiba à Poitiers, puisque le préfet de la Vienne a demandé à la mairie de Poitiers et à la communauté d'agglomération de Poitiers de supprimer la subvention à l'égard d'Alternatiba au motif du contrat d'engagement républicain, puisque Alternatiba organisait une formation à la désobéissance civile. Voilà, donc la mairie et la communauté d'agglo ont refusé, et le préfet a expliqué récemment qu'il allait saisir la justice, donc on verra bien ce qui va se passer. À Chalon-sur-Saône, la mairie a décidé de supprimer une subvention donnée au planning familial, puisque le planning avait fait une affiche avec une femme voilée, représentant une femme voilée, au motif du contrat d'engagement républicain. Le planning a saisi le Conseil d'État, si je ne dis pas de bêtises, qui lui a donné raison, donc qui a annulé la décision de la mairie. Voilà, ça c'est des situations qu'on a très concrètes, il y en a peut-être 2-3 autres. Après, par contre, il y a cette petite suspicion, ce petit vent, ces discussions informelles, ce qu'on peut observer dans le cadre de certaines commissions d'attribution de financement, où cette association, elle serait peut-être pas assez dans les clous, et elle ne répondrait peut-être pas assez aux critères de laïcité, etc. etc. Et donc c'est extrêmement dangereux, parce que ça, on ne peut pas le prouver, et c'est ça qui est assez embêtant. Quand l'autorité décide d'utiliser le contrat d'engagement républicain, on peut faire un recours. Quand l'autorité décide de ne pas donner une subvention et va expliquer de manière un peu informelle certaines choses, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une prise. Pas de motif. Par contre, ce qu'on voit, c'est que, soi-disant, ce contrat d'engagement républicain qui devait lutter contre les séparatismes, qui devait aussi être un outil uniforme utilisé par toutes les collectivités, tous les interlocuteurs des associations, ça ne se passe pas du tout comme ça. Il y a certaines régions qui détournent le contrat d'engagement républicain pour le durcir encore davantage, alors qu'a priori, ça ne devrait pas être le cas, et que ces régions-là n'ont pas le droit de faire ça, mais elles le font quand même. Et on voit bien, dans le cas d'Alternatiba, que le motif du contrat ne s'applique pas à une situation de lutte contre les séparatismes. Mais on se retrouve avec cette question d'ordre public, de trouble à l'ordre public, qui est encore quelque chose de mal défini et qui nous pose problème depuis toujours, en fait. C'est ce qu'on dit depuis toujours. On dit depuis toujours, ça va rater sa cible, ça va avoir des effets de bord extrêmement problématiques, et à moyen terme, ça va avoir un effet inverse ça va avoir un effet inverse à l'effet souhaité, et ça va mettre en péril l'action associative, et donc ça va mettre en péril les avancées potentielles que la République aurait pu connaître, comme on l'a vu jusqu'ici. Oui, on a, je crois aussi, même dans certaines régions, justement, au niveau de la région, des subventions qui sont annulées ou qui ne sont pas accordées au prétexte du CER, mais qui n'ont strictement rien à voir avec le séparatisme. Ah, il y a des CER modifiés, ouais. Il y a des situations franchement très problématiques. Et donc ça, vous les documentez, vous les dénoncez. Est-ce que... quelle est un petit peu la réception que vous avez, puisque vous êtes en dialogue, évidemment, régulier avec les pouvoirs publics? Quelle est est-ce que vous avez un retour de la part des pouvoirs publics sur ces questions-là, oui. Puisque on peut leur dire que ce n'était pas l'objectif de la loi et qu'on aboutit à cela? Alors on leur dit, vous vous doutez bien qu'on leur dit souvent, on a 2 retours différents, on va dire. Certains élus locaux commencent à réaliser que ce contrat, qui n'en est pas un d'ailleurs, précisons-le, mais ce contrat d'engagement républicain a des conséquences extrêmement lourdes pour les acteurs associatifs, mais aussi pour eux, parce que finalement, on les contraint à retirer une subvention, chose qu'ils ne feraient pas d'eux-mêmes. Enfin, vous voyez que la situation à Poitiers l'illustre bien.
Donc ça incite certains élus locaux à se mobiliser derrière nous et à soutenir notre plaidoyer, le plaidoyer qu'on porte depuis 18 mois maintenant. Côté État, on alerte, on a certains retours, on nous dit que c'est en cours, que ça va se réguler. C'est assez flou, les réponses qu'on nous donne sont assez floues. Et on est toujours en attente d'un rendez-vous avec la ministre en charge du dossier, à savoir Sonia Backès. Et est-ce que, au niveau du Conseil économique, social et environnemental, c'est des questions dont il se saisit aussi? Oui, alors oui, il n'y a pas d'avis spécifiquement là-dessus sur les libertés associatives encore aujourd'hui, mais je sais pas, je peux pas parler pour mes collègues, hein, mais c'est pas exclu qu'il y ait quelque chose d'ici la fin de la mandature, j'imagine. En tout cas, dans les textes rédigés, il y a un avis récemment écrit sur le bénévolat. Bon, la question des libertés associatives, elle a été évidemment abordée. Pour peut-être juste un petit peu prolonger dessus, mais sans rester sur le CER, dans le dialogue avec les pouvoirs publics, particulièrement avec l'État, est-ce que vous estimez qu'il y a suffisamment d'espace de dialogue, de discussion, ou est-ce qu'il faudrait imaginer, proposer quelque chose de différent ou de supplémentaire, ou est-ce que, parce que le dialogue évidemment il se fait ici, mais est-ce qu'il faudrait quelque chose de plus institutionnalisé? Est-ce que ces espaces de dialogue vous paraissent suffisants? Il y a des espaces de dialogue, ça c'est incontestable. Le Conseil national de la refondation, par exemple, qui vient d'être lancé, en est un nouveau. Après, c'est pas tant d'avoir davantage d'espace, c'est surtout à quoi servent ces espaces qui nous interrogent. Voilà, moi j'étais au lancement du Conseil national de la refondation en septembre. C'était une journée très intéressante, je pourrais pas dire le contraire. Riche, on a échangé, on a apporté des choses. C'était l'occasion d'affirmer pas des principes, mais des éléments convergents, voilà, de partager des difficultés. C'était une journée extrêmement riche. Je pense que, moi je regrette pas d'y être allée, je pense que c'était très intéressant. Après, bon, qu'est-ce que ça va donner en fait? C'est pas la question du dialogue, c'est pas tant d'avoir des espaces de dialogue, c'est d'avoir des espaces de dialogue qui produisent des choses, qui débouchent sur des choses. Alors je fais pas de procès d'intention au CNR, on verra bien ce que ça donne dans quelques semaines, dans quelques mois, mais il y a des espaces de dialogue. On échange, j'échange régulièrement avec la ministre en charge de la vie associative. Quand on demande des rendez-vous, si ce n'est avec la ministre en charge de la citoyenneté, mais sinon on a des rendez-vous et on dialogue. Enfin, on a des réponses, on a une interlocution. Après, la difficulté qu'on a, mais c'est une difficulté de longue date maintenant, c'est que quand on pointe des difficultés, on pointe des problèmes, quand on souligne le fait que certaines décisions vont avoir des conséquences très lourdes, on nous dit oui, mais ça a quand même lieu. Et je dis ça avec le contrat d'engagement républicain, mais c'est aussi vrai quand en 2017 ils ont supprimé les emplois aidés de façon brutale, on avait prévenu des conséquences que ça allait avoir. Voilà. Donc il y a des espaces. Oui, des espaces, mais pas pour autant que vous êtes écouté. C'est pas qu'on n'est pas écouté, mais c'est que il y a des désaccords, je pense, quand même assez forts sur... Enfin, c'est pas des désaccords. C'est pas qu'on n'est pas écouté. Disons que c'est juste que on fait des analyses, on nous entend, on prend en compte autant que possible ce qu'on va nous dire. Enfin, en tout cas, on nous donne l'impression d'être entendu. Mais après, derrière, c'est pas suivi d'effet. Et je pense que... Oui, c'est la seconde étape. Ouais, la seconde étape, ouais. C'est ça. C'est qu'est-ce que ça va devenir? Mais voilà, c'est un nouveau quinquennat qui s'ouvre, on va voir. Moi, je me dis qu'il y a peut-être de l'espoir. Mais je reste quand même préoccupée. Mais... Oui. Bon, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des points que nous n'aurions pas évoqués. Non, ça me semble complet. Donc, peut-être, sinon, donc, est-ce que... On peut dire que même bien que les libertés associatives, que la question se pose, on peut conserver, en tout cas c'est mon point de vue, et le point de vue aussi de Boris Martin, dont je me fais l'interprète,
C'est-à-dire qu'on peut conserver un certain optimisme sur les libertés associatives, en tout cas sur l'engagement du monde associatif et de ses soutiens à les défendre, quoi. Donc, voilà, moi je crois que ce qui est important, c'est de se dire que les acteurs associatifs, mais au-delà des acteurs associatifs, sont fortement mobilisés pour protéger les libertés associatives. Pas par corporatisme, vraiment pas par corporatisme, mais parce qu'on est extrêmement soucieux de les protéger, parce qu'elles permettent plein de choses formidables, d'un point de vue social, d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, d'un point de vue d'animation des territoires, enfin vraiment, c'est ce que je disais un peu plus tôt, on parle de 20 millions de bénévoles dans 1,5 million d'associations, c'est quand même considérable, 1,8 million de salariés, enfin c'est un monde, le monde associatif, c'est dans tous les domaines, tous les secteurs, les clubs de sport, les espaces culturels, l'éducation populaire, le tourisme social, les familles, enfin vraiment c'est dans tous les domaines qu'on trouve des associations, et c'est un espace qui est hyper puissant, puisque c'est des individus qui s'organisent par eux-mêmes pour faire quelque chose qu'ils ont observé eux-mêmes et pour apporter les réponses qui leur semblent le plus en adéquation avec le réel et les besoins. Et ça, c'est vachement fort. C'est un espace de transformation sociale qui est extrêmement fort. Et je crois qu'il y a une prise de conscience de plus en plus étendue, en tout cas j'espère, de l'importance de se mobiliser pour protéger ces libertés, parce que protéger les libertés associatives, c'est protéger les associations. Et protéger les associations, c'est protéger leurs actions et ce qu'elles permettent au quotidien, et ce qu'elles permettent pour les individus, pour les collectifs et pour la société en général. Donc je suis inquiète, honnêtement, mais je reste optimiste. Écoutez, Claire, merci beaucoup pour cette conclusion et pour cet entretien extrêmement riche et avec beaucoup d'ouverture et sur toute une série de sujets et qui, je crois, et de votre lecture très attentive aussi du dossier. Merci beaucoup. Et de toute façon, je crois que et c'est aussi un peu l'objectif qui était celui de ce dossier, c'est justement non pas de poser le problème, puisque vous le posez très régulièrement, mais de documenter et puis de permettre aussi justement d'échanger et de discuter en ayant aussi un regard sur ce qui se passe ailleurs et qui nous concerne tout autant que ce qui se passe chez nous. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup.